Alors, la première question où on va voir ce qui vient, c'est les événements qui nous sont envoyés, sont-ils propices à ce que nous puissions créer notre réalité en étant vraiment des créateurs conscients? Ou sont-ils là pour nous faire réagir et percevoir si c'est l'esprit qui nous parle ou si c'est l'ego personnalité qui se sent attaqué et victimisé? L'exemple, je peux parler de ma voisine. Ma voisine du dessus qui, malgré le fait que je lui dise plusieurs fois que ça salit mes vitres, qu'elle arrose ses plantes directement sur le rebord de sa fenêtre, alors qu'elle pourrait le faire comme je le fais moi, c'est-à-dire mettre ses pots, parce qu'elle n'a pas de pots sur le rebord de sa fenêtre, elle a que des pots à l'intérieur. Mais pour les arroser, elle se met sur le rebord de la fenêtre, elle les arrose. Donc ça coule sur mon rebord de fenêtre et automatiquement, ça dégueulasse mes vitres. Donc les premières fois, je lui avais dit si elle pouvait faire autrement, parce que moi, quand je nettoie mes vitres, je ne suis pas forcément heureuse de voir que 5 minutes après, elles sont dégueulassées à cause de ces arrosages. Et je lui avais dit que ce que je faisais moi, c'est que j'arrosais directement en me mettant sur l'évier ou dans la baignoire. Et donc au départ, elle avait fait attention et puis en fait après, elle a recommencé à faire la même chose. Et donc moi, je me suis posé la question, pourquoi cet événement me revient alors que moi, je me suis positionnée et que je lui ai dit que moi, ça me dérangeait et que j'aimerais qu'on trouve un terrain d'entente pour que justement on puisse quand même se sentir respectés l'une et l'autre. Parce que dans cet événement, je ne me sentais pas respectée par rapport à ce que j'avais dit et ce que j'avais exprimé. Et donc voilà, je me pose la question, est-ce que cet événement m'a été envoyé par l'esprit? Pourquoi, en fait? Pour voir si je me mets en réaction vis-à-vis de mon ego ou pour que lui me signifie quelque chose de particulier sur l'événement, sur peut-être un ajustement que je devais faire en intérieur à moi, je ne sais pas. Mmh. Moi, ce qui me vient, c'est déjà, je pense qu'il y a plusieurs niveaux de lecture par rapport à cette situation-là. Mmh. Il y a forcément le niveau de lecture où l'esprit te met cet événementiel, devant toi pour voir comment tu vas réagir et si tu es capable du coup de ne pas diffracter tes énergies et de les Mmh. contenir. Mmh. Du coup, automatiquement, si tu prends l'événementiel personnellement, quelque part, tu te fais avoir par le piège de la forme et tu perds ton énergie. Mmh. Et à côté de ça, ce qui m'est venu aussi, c'est que, bah, du coup, le fait que quand elle arrose ses plantes, ça vient un peu perler sur tes vitres et dégueulasser des vitres que tu as Mmh. nettoyées. Pour moi, c'est en lien, en fait, avec ta propre vulnérabilité, en fait. Et pour moi, c'est intéressant de voir, du coup, que l'eau, du coup, qui perle sur tes vitres, ça peut être lié aussi à tout ce qui est de l'ordre des émotions et notamment de la traversée de sa déchirure. Mmh. L'eau, c'est vraiment lié à la tristesse, c'est vraiment lié l'exploration de sa vulnérabilité. Et c'est comme si, métaphoriquement un peu, parce que l'esprit peut aussi agir à ce niveau-là pour parler avec les gens des fois. C'est un peu comme si, le fait que tu aies du mal à accepter ça, qui est de l'eau qui perle sur tes vitres, ça peut être aussi une direction un peu qui t'est envoyée pour te dire que tu as des difficultés d'embrasser ta vulnérabilité et qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui sort un peu de ton cadre, de ton contrôle, qui vient vraiment appuyer sur une faille, mais aussi sur une sensibilité, tout de suite, toi, ça te crée de la tension et ça te bloque et du coup, tu te braques complètement, mais quelque part, peut-être que par là, ça te dit: «Bah oui, il y a des choses que je contrôle pas, que je maîtrise pas,
Il y a des choses qui sont pas forcément agréables à traverser, mais je dois les retraverser complètement pour pouvoir supporter de plus en plus mes énergies. Du coup, moi, ça m'est venu un peu à ce niveau-là, l'aspect de l'eau, lié à la vulnérabilité et à la traversée de sa déchirure. Donc comme Pour si autant, ça exprimait, le fait que comme ça venait te dire: «Il faut que tu la traverses vraiment. Il faut vraiment que pas que tu ailles te réfugier, trouver des excuses extérieures pour ne pas y aller, mais vraiment ça peut aussi juste être un message pour te dire: "Là, faut que je traverse ma vulnérabilité, faut que je m'ouvre profondément justement à ces parts de moi sensibles, vulnérables et fragiles", pour pouvoir justement petit à petit, sortir des impressions, et habiter de plus en plus ton énergie. alors moi, ce qui m'est venu aussi comme information, c'est que dans l'immeuble où j'habite, je suis sujet à beaucoup d'observations et de bruit du voisinage, ce qui fait qu'effectivement, je ne me sens pas respectée dans l'intimité de chez moi, car je vis les événements que les autres se créent pour eux. Soit parce qu'ils mettent fort la musique, soit parce que comme ma voisine, elle arrose ses plantes sans s'occuper de savoir si moi, ça, ça m'occasionne du ménage en plus à faire chez moi, enfin, tu vois. Pourtant, je ne suis pas une maniaque du ménage, hein, on ne peut pas dire que c'est des choses que je fais tous les jours, mais j'ai l'impression que ce sentiment de ne pas me sentir respectée par l'environnement, c'est comme si ça venait toucher en moi peut-être un niveau où j'ai du mal à respecter ce que je suis dans, dans, dans mon entièreté, dans ma centricité. Je ne sais pas si j'arrive à l'exprimer. Parce qu'en fait, ce terme de pas me sentir respectée, peut-être que d'autres, dans le même événement, auraient peut-être parlé d'autre chose. Auraient peut-être parlé je sais pas moi, ça me vient même pas à l'esprit, qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place de ce que j'ai ressenti moi, de ne pas me sentir respectée, alors que je m'étais positionnée au départ dans ce que je suis. Donc automatiquement, me positionnant, je me disais, l'extérieur va se positionner aussi. Sauf que la position de l'extérieur n'est pas forcément alignée à ma position. Et de là, la question, c'est est-ce que notre réalité, on la crée vraiment pour nous-mêmes ou est-ce qu'en fait, elle est en lien avec une co-création de l'environnement qui fait qu'en fait, on ne contrôle rien de notre création à nous et on est totalement tributaire aussi de la création des autres. Donc, comment se sentir, on va dire, en neutralité dans cette co-création pour se respecter soi? Bah, déjà, ça dépend aussi à quelle échelle tu vas parler de la situation. Parce que est-ce que c'est l'ego qui co-crée, l'ego dans sa conscience psychologique, ou alors l'ego qui est en train de fusionner avec son esprit, qui du coup, étant dans un mouvement et une énergie intelligente, finit par co-créer? C'est 2 choses différentes déjà. C'est sûr que chacun a sa programmation propre et tout est bien «ficelé» entre guillemets sur les plans décisionnels pour faire en sorte que ce que vit ta voisine et ce que tu vis se rencontrent au bon moment pour faire travailler chacune sur les choses qu'elle a à travailler. Donc à ce Mmh. niveau-là, quelque part, l'ego, bah, il peut pas se sentir, libre parce que forcément il est, quelque part, soumis indirectement à une programmation d'esprit. Mmh. Par contre, toute la responsabilité de l'ego, c'est justement de pas se sentir victime de la situation qu'on vit et de pouvoir rentrer dans cette énergie d'esprit pour pouvoir justement analyser et comprendre la situation sous un regard plus intelligent et plus global, au lieu de l'analyser sous un regard subjectif qui est juste, le reflet et le miroir, en fait, de l'incapacité de l'ego à vibrer complètement sa réalité. Alors justement, pour que l'ego puisse vibrer sa réalité dans l'alignement de l'esprit, est-ce que ça voudrait dire qu'un un événement comme cet exemple-là, s'il ne se produit plus, ça veut dire qu'intérieurement, j'ai fait
un placement, comment dire, une centricité qui fait que je ne me laisse pas perturber par l'ego-personnalité. Et cette centricité fait qu'au niveau vibratoire, l'extérieur y répond, qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, depuis plusieurs jours, je n'ai pas été confrontée à cet événement. Bah, tout à fait, ouais, je pense que c'est, de par justement ton changement en interne, ton changement déjà au niveau psychique, qui va justement, entraîner, un changement de manifestation dans ton événementiel. Parce que tu seras plus justement initié par rapport à cet événement, parce que tu as compris les rouages et tu du coup, en conséquence, tu as mis des choses en place en interne, tu as pu observer peut-être la situation en prenant du recul, en regardant un peu plus, où est-ce que ça pouvait te mener, sans te perdre simplement dans la forme événementielle et de là, forcément, si tu rentres dans ce mouvement d'esprit, du coup, bah, plus ça va aller, moins tu vas attirer ce type de situation-là, parce qu'en fait, tu as plus besoin de te faire initier par ça, parce que tu as compris le message que ton esprit voulait t'envoyer. Mhm. Alors, est-ce que tous les événements que l'on vit, quand on les vit dans l'inconfort, quelque part, c'est une recherche de communication de l'esprit avec notre personne pour qu'on puisse lui faire remonter des informations en lien avec la matière, puisque lui ne vit pas dans la matière, donc il ne peut pas se rendre compte de ce que ça peut occasionner tel ou tel événement dans notre observation et la possibilité de nous mettre mal. Est-ce que justement de faire ce retour à l'esprit permet aussi d'enseigner l'esprit pour que lui-même, plus tard, ne nous amène pas ce type d'expérience à vivre parce qu'il aura compris que au niveau de la matière, on a besoin d'une certaine forme de paix possible pour ne pas diffracter notre énergie. Bah, de la même façon que le rapport de force va créer une communication avec ton esprit, bah, le fait de lui «enseigner» entre guillemets, de l'instruire par rapport à ce que l'ego incarné vit, bah, ça permet aussi de créer ce pont avec cet esprit-là. Il y a pas que le rapport de force, il y a pas que le feu identitaire manifesté de cette façon-là qui permet justement de créer ce lien. Tu parlais d'instruire ton esprit Oui, oui. et tu disais du coup, si du coup le fait d'instruire ton esprit quelque part, ça va aussi, faire en sorte de changer un peu l'événementiel de ce que vit l'ego. Mm. Bah, ça le problème c'est que, tant que justement tu pas fusionné complètement à ton esprit, bah et du coup que t'as pas ce lien de réciprocité continue avec lui, tu sauras pas, en fait. Tu sauras que dans l'événementiel si ça a fait quelque chose, mais il se peut que non, parce que le plus intelligent justement dans ce mouvement-là, c'est peut-être de continuer à t'initier par rapport à ça, parce que ça te crée de la tension, parce que du coup, ton corps, ton double éthérique a besoin d'être nourri pour alimenter justement cette connexion avec ton esprit. Du coup, d'une certaine façon, tout ce que tu as à dénoncer par rapport à l'esprit, il faut le faire parce que ça permet aussi d'actualiser des choses sur les plans décisionnels. Mais simplement, c'est pas parce que tu le fais que tu auras en réponse un retour positif et une forme d'accueil, comme ça direct de tes propositions ou de tes constats. Et toujours à regarder aussi quelle est la part de toi qui dénonce. Est-ce que c'est l'ego psychologique qui dénonce ou l'ego qui a déjà saisi l'intelligence de l'esprit de l'amener dans ce mouvement-là? Pour autant, en fait, c'est comme si c'était, dans ce sens-là, un ego, qui est en lien avec son esprit, mais qui a aussi conscience de l'esprit universel en lui, qui fait en sorte que de par cette connexion avec l'esprit universel, bah, il commence indirectement à instruire, son esprit du principe de l'amour et de l'obligation quelque part de respecter, l'individu dans ce cheminement et respecter l'homme nouveau justement au lieu de toujours le confronter, perpétuellement à des souffrances, à une forme de martyre perpétuel. Donc, Donc, l'événement dans la matière serait une façon
comment dire, d'apporter à la personne une unité de mesure pour évaluer justement où elle en est de sa capacité de plus en plus de ne pas diffracter ses énergies et que en fait les événements soient de plus en plus une propension à comment dire à dépasser des réflexions et des raisonnements de la personnalité pour aller dans le flux de l'information de l'esprit. Donc, dans ce cas-là, ce serait l'événement qui serait propice à donner une valeur de notre centricité. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça donne une valeur, en tout cas, de la définition identitaire de l'ego qui est de plus en plus en lien avec son esprit. Mmh. Et c'est sûr qu'en fait, tout ce qu'on peut vivre d'un point de vue événementiel, ça doit normalement servir du coup à l'ego conscient à grandir encore plus dans sa définition identitaire et dans sa reprise d'énergie prépersonnelle. Du coup, tous les événements qui créent une tension chez l'ego doivent normalement lui permettre de franchir un palier de conscience pour avancer sur son chemin évolutionnaire. Alors, ça 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 me rapporte à la définition de la croyance et comment utiliser la croyance, au point où je me dis qu'en fait, la croyance, on ne peut pas échapper à la croyance. La croyance, dans la forme, elle est nécessaire. Elle permet aussi de créer quelque chose. Sans croyance, de ce que je comprends, on ne pourrait rien créer dans la forme. Tu as un exemple pour toi d'une croyance qui t'est utile? Par exemple, la croyance, je vais te donner déjà la croyance de quelque chose qui n'est pas utile. Et puis après, je te donnerai un exemple de croyance utile. La croyance de quelque chose qui n'est pas utile pour vraiment créer dans la matière, c'est considérer l'argent comme un sésame pour créer une vie confortable. Pour moi, ça, c'est une croyance qui ne crée pas une réalité qui permet de nous épanouir. Parce que c'est une croyance qui nous rend victimes. D'autant plus quand dans ta programmation, justement, tu es pas forcément fluide au niveau de l'argent. Forcément, si tu crois cette croyance-là, pour le coup, si tu nourris cette vision, forcément, tu vas être malheureux toute ta vie. À contrario, pour une personne pour qui l'argent circule aisément et qu'il a pas du tout de soucis, il se fait pas du tout initier par rapport à l'argent, si lui, il nourrit cette croyance-là, à quelque part, on peut se dire, ça lui fait ni chaud ni froid. Au contraire, il vient le confirmer de par son expérience et ça reste subjectif. Par contre, la croyance que, alors là, je vais t'en donner une qui m'est utile, moi, personnellement. La croyance qu'en pratiquant soit avec une pensée, soit avec un acte dans la matière, par exemple faire du sport ou personnellement ça peut être aussi un travail manuel, ça peut être aussi un travail artistique, ça peut être un travail d'écriture. Moi, c'est une croyance qui me dit que lorsque je fais cet acte-là dans la matière, dans la forme, je maintiens mon énergie la plus haute.
Alors, est-ce que c'est une croyance ou est-ce que c'est un ressenti déjà qui t'habite? Parce que moi, je trouve ça intéressant là de voir la différence entre la croyance et l'intention qu'on peut émettre sur une forme, sur quelque chose. Dans la notion de croyance, il y a toujours un assujettissement de l'ego par rapport à un cadre conceptuel qu'il a figé, parce que quelque part, ça lui crée une espérance, une forme d'espoir. Ça l'aide psychologiquement peut-être à traverser certaines choses, mais ça finit toujours par le plafonner au final. Et l'intention qui est déjà en fait un mouvement qui peut déjà être initié par, un ego qui est de plus en plus en lien avec son esprit. Du coup, un ego qui est déjà dans un cheminement évolutif conscient et dans Peut-être ce que les cas-là, du coup, l'intuition qui est émise par l'ego, c'est déjà basé sur un ressenti profond et du coup, il vient quelque part vibratoirement amplifier le phénomène. C'est pas parce qu'il y croit, c'est parce qu'il le sait. Parce qu'au fond de lui, il le sait. Pour moi, c'est 2 choses différentes, l'intention et la croyance. oui. Pour autant, si on replace ces mots-là, sur un plan énergétique, qui ont des niveaux différents, on va dire que la croyance sur le plan de la personnalité, elle se place à un niveau de fréquence. L'intention sur un plan, plus élevé, de la conscience ou de l'esprit, heu, se place, au-dessus. Et peut-être que les 2 ont seulement à se rejoindre, c'est-à-dire que l'ego et sa croyance rejoignent, l'intention et le ressenti, du corps physique et l'intention de l'esprit pour justement, ensemble pouvoir co-créer quelque chose, d'une réalité, qui soit, on va dire épanouissante pour la personne. Et en quoi tu vois qu'une croyance peut être utile, pour un individu? Parce que là, on parle bien justement d'un ego qui est déjà, dans un cheminement vers une conscience psychique, mentale et qui Mmh. sort de son état involutif d'une conscience psychologique. Dans Mmh. le cadre d'une personne qui est en cheminement justement, évolutif, Mmh. en quoi c'est intelligent pour lui de croire? Parce que croire, c'est déjà s'assujettir à une forme qui le domine justement parce que quelque part il en est patient de cette forme-là. Oui. C'est juste une forme une forme d'impuissance qui se manifeste par une croyance parce que En justement, fait, c'est l'insécurité de l'ego qui l'amène oui, à croire. de ce que je comprends, c'est que la croyance en elle-même, elle est neutre, mais c'est l'attachement à la croyance qui fait que ça peut, bloquer, l'évolution, dans la conscience. C'est-à-dire que les croyances, on peut en avoir tout le temps, mais s'en défaire tout le temps. C'est-à-dire on se défait d'une croyance qu'on pouvait avoir à une époque. Par exemple, moi, l'époque que j'ai traversée qui était, plutôt, la croyance, spirituelle que, en faisant, telle pratique, telle méditation ou telle chose, j'allais pouvoir élever mes fréquences. Bon, bah, ça, c'est une croyance qui m'a permis d'aller sur un chemin évolutif. Mmh mh. Seulement après, cette croyance, je l'ai laissée, mon ego l'a laissée pour mettre en place une autre croyance, qui, m'a permis de comprendre qu'en fait, hem, il ne faut pas s'attacher à une croyance, il faut s'en servir comme d'un tremplin pour pouvoir à un moment la quitter, mais automatiquement comme l'ego, est amené à fusionner avec l'esprit, au fur et à mesure qu'il va se rapprocher de l'esprit, la croyance va être de moins en moins attachée à l'ego et il va de plus en plus pouvoir s'en défaire jusqu'à un moment donné où il n'aura plus besoin de la croyance. Mmh. Mais là, c'est vraiment au stade où l'ego fusionne avec l'esprit. Mais tant qu'il n'a pas fusionné, et je pense que sur Terre, il y a pratiquement personne qui a fusionné avec l'esprit, la croyance est importante. Oui, oui, bah, c'est intéressant. C'est pour ça qu'il faut pas non plus rentrer dans une polarisation de la croyance. Faut pas «démoniser» entre guillemets la Mmh, croyance. mmh, Parce que si on fait ça, on peut aussi rentrer dans un schéma, psychologique où l'ego, va se culpabiliser de croire. mmh, Alors que oui,
quand la personne est pas directement sciente de son dessin évolutif, parce qu'elle est pas en contact, perpétuel avec son esprit, Mmh. bah, du coup, elle est obligée indirectement d'être soumise à une programmation, à être soumise aussi à des croyances qui viennent se juxtaposer sur son expérience pour l'amener vers une découverte de plus en plus grande d'elle-même et de sa réalité. Du coup, dans ce sens-là, la croyance peut être nécessaire et globalement, elle est présente chez tout le monde, quand on est incarné ici. Mais simplement, il faut aussi garder en esprit que pour autant, faut pas la démoniser, la croyance, mais faut pas non plus se dire qu'elle est importante, dans le sens qu'elle est, que c'est par elle qu'on va pouvoir, contacter notre réalité. Tu vois, En c'est fait, 2 c'est choses ça. différentes. On peut Oui. observer, en prenant du recul, que finalement les croyances que j'ai eues à l'époque, elles étaient justes par rapport à l'époque que je vivais, par rapport au temps, évolutif que je traversais. Et qu'aujourd'hui, du coup, celles-ci deviennent obsolètes. Mais comme tu le dis, plus on avance dans le cheminement de conscience, plus on récupère nos énergies prépersonnelles, plus on est en contact avec notre esprit, et moins, quelque part, la croyance a d'impact. Et on n'en a plus besoin de la croyance. Parce que la croyance Mmh. te détourne toujours du réel de l'existence, de la vie, en Mmh. fait. Mmh. La croyance, c'est toujours une impuissance de l'ego qui ne sait pas. Mais plus tu rentres en contact avec ton esprit, plus tu rentres dans ton savoir et du coup la croyance, tu as plus besoin du tout. Mmh. Oui, donc heu, ce que la croyance est utile à l'ego, plus l'esprit va pouvoir communiquer le savoir à l'ego, plus l'ego va se défaire des croyances pour vraiment être dans le savoir de l'esprit. Alors oui, en même temps, faut pas oublier non plus le principe de la volonté, qui est là déjà à la base, avant même du coup d'être, «instruit» entre guillemets par son esprit, de grandir dans ce contact-là et d'avoir des réponses de plus en plus ajustées de la part de son esprit. Il y a déjà, une forme de volonté d'ego qui se manifeste quand justement, l'ego est comme, mis face à un mur devant l'aberration de ce qu'il vit, l'aberration des expériences vécues, de ce qu'il voit, de sa condition. Et quand justement il rentre dans cette aberration-là, bah, ça lui permet justement de grandir en volonté pour quitter, se débarrasser quelque part des structures involutives qui jalonnaient auparavant son existence. Il ne sait pas vers quoi il va, mais il sait ce qu'il quitte de façon consciente et volontaire, parce que justement, de plus en plus, il est amené à intégrer l'énergie de son esprit. Mmh. Et ce que je perçois aussi, c'est que la croyance individuelle, quand elle est confrontée à la croyance de masse, elle permet justement davantage de s'indivi s'individuer. C'est-à-dire que, par exemple, si je mets ça dans le contexte, des années, récentes là, où, l'humanité a été confrontée à une crise sanitaire, soi-disant sanitaire, avec, un enfermement, un confinement, voilà. La croyance de masse, c'était, surtout: «Il faut se protéger, il y a un virus qui court, il faut faire ce qu'on nous dit». Ça, c'était la croyance de masse. L'individu, par contre, plus il s'individualise, il a toujours quand même certaines croyances, mais plus il va voir qu'il y a une disproportion entre la croyance de masse et sa croyance à lui. Il fait que c'est ça qui va aussi lui permettre de s'acheminer vers quelque chose de plus ajusté pour lui, euh, en observant justement que s'attacher à une croyance, quand cette croyance devient, on va dire, planétaire, c'est vraiment faire son propre enfermement. Bah, pour moi, ce qui est certain, c'est que l'individu sera toujours plus avancé que la masse, entre guillemets, Mmh. dans un cheminement. Du coup, il y a toujours ce truc-là où finalement, plus l'individu, plus l'ego grandit en identité,
plus ça va lui permettre de capter de parts de réel. Alors bien sûr, il va être encore assujetti à certaines croyances, il n'habite pas totalement ses énergies, mais déjà de sortir de l'égrégore collectif, c'est déjà une preuve d'identité de la Mhm, part d'un ego et d'un individu. mhm, Si un individu restait collé complètement aux égrégores de masse et à la conscience du collectif, bah, quelque part, il plafonne complètement son développement identitaire parce qu'il n'est pas capable de se voir ou d'observer la vie sous un regard qui n'est pas légitimé par une masse qui, obligatoirement, est plus est, euh, est moins aboutie et moins avancée que l'individu. Parce qu'en fait, une conscience qu'on dit collective, c'est toujours lié à une masse de croyances, une masse de mémoire qui est cristallisée et qui est figée. mhm. Et l'individu qui se sort justement de ce cheminement-là, c'est parce qu'il va décristalliser déjà en lui-même certains schémas, certaines croyances, certains mouvements involutifs en lui qui faisaient en sorte à l'époque qu'il n'avait pas justement ces capacités de discernement pour pouvoir ressentir au fond de lui ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et du coup, En fait, le collectif sera toujours en retard par rapport à l'individu. Je parle en cheminement de conscience parce que, en tout cas aujourd'hui, parce que la masse critique en fait des individus conscients est beaucoup trop faible par rapport à la masse, par rapport à la masse d'individus inconscients. Du coup, mm, automatiquement, le collectif est toujours en retard sur l'individu. mm. Alors pourquoi le collectif a toujours cette prise sur la, comment dire, la croyance individuelle? La croyance collective a plus d'emprise que la croyance individuelle parce que quelque part, le collectif rassure tous les égos. L'ego se sent, la personnalité se sent en sécurité dans un groupe et il est besoin pour la personne d'avoir une volonté vraiment de s'autonomiser par rapport au groupe pour pouvoir justement sortir de cette croyance commune de masse pour se sentir bien seul avec qui il est. Et c'est ça la difficulté sur un chemin de conscience, c'est que arriver rapidement, on apprend à se détacher du collectif pour percevoir comme être individué, mais pour le coup, on est confronté à une forme de solitude de la masse grégaire. Et ça, pour la personne qui se conscientise, c'est très difficile parce que elle quitte tout ce qui a façonné l'humanité jusqu'ici, c'est-à-dire une humanité qui se sent forte parce qu'elle se serre les coudes quelque part. Et pour l'humanité nouvelle, ça va être une humanité qui est forte, mais parce que ce sont la masse d'individus forts dans leur identité qui fera la force de la masse commune, et non pas ce qui se passe aujourd'hui. Mm. Et En ça, fait, c'est... l'homme sur son cheminement de conscience, indirectement, du coup, finit par se marginaliser, pas par volonté, mais parce que simplement, il répond pas au même code que le collectif. Parce que justement, il a pu mettre en lumière certaines illusions, il a pu contrecarrer certaines aberrations de l'existence qui est véhiculée toujours par la masse psychique. Et c'est un peu tout le défi de l'homme et de la femme consciente, c'est de pouvoir s'adapter toujours à cette société-là, parce qu'on habite cette société, mais pour autant sans se renier, et en habitant de plus en plus son réel. Et la seule façon d'y parvenir, justement, en tant qu'individu, c'est se confronter soi-même à ses peurs, chose que la masse ne se confronte pas. La masse, elle va rassurer ses peurs parce qu'elle va s'accrocher à une croyance de masse. Alors que l'individu, il va se confronter à ses peurs à lui, qui peut être aussi les peurs de la masse collective, mais au moins lui va aller les voir dans son quotidien. Il va aller se confronter à ses peurs dans les événements qu'il vit pour lui-même. Et en se confrontant à ses peurs, automatiquement, il renforce sa capacité à ne pas diffracter ses énergies
et à rester toujours centré dans ce qu'il est. Et au fur et à mesure, ça renforce son identité. Alors que la masse, les individus qui restent accrochés à une masse, c'est-à-dire à des croyances collectives qui sont souvent inconscientes, malheureusement, elles seraient conscientes, peut-être que les individus s'en rendraient compte, et ben, automatiquement, ces personnes-là ne peuvent pas travailler sur elles individuellement parce qu'elles vivent qu'à travers le commun, l'entité, on va dire, de la masse. Après, il faut toujours considérer que l'individu, du coup, a une programmation qui lui est propre, un temps évolutif qui lui est propre. Et en ce sens-là, du coup, il n'y a rien qui est sous le contrôle de l'ego directement. C'est pas l'ego qui décide du jour au lendemain de se confronter à ses peurs. C'est parce qu'il y a l'élan derrière de son esprit qui l'amène quelque part à mettre en lumière ses fragilités pour pouvoir les résorber, pour pouvoir habiter de plus en plus sa lumière. Mais c'est pour ça qu'il y a toujours aussi un grand Alors, respect à avoir quelque part des gens qui sont encore attachés aujourd'hui au mouvement de conscience involutif de la masse mondiale, parce que tout simplement, ils suivent leur continuité évolutive qui est simplement pas calée sur le même rythme que l'homme en cheminement de conscience qui, lui, a déjà fait un grand pas dans sa connexion avec son esprit. cependant, dans ce cycle évolutif de l'humanité, on est en lien aussi avec le macrocosme, avec le cosmique. Et il y a une évolution aussi au niveau du plan cosmique. Et cette évolution, elle interfère aussi sur l'évolution de la conscience humaine. Donc même les personnes qui ne sont pas scientes d'une évolution de leur identité en conscience, qui ne sont pas sur un chemin de cette évolution, il y a une part d'elles, alors on pourrait dire que c'est peut-être l'esprit, mais comme ces individus-là n'apprennent pas et ne peuvent pas dialoguer avec leur esprit personnel, automatiquement, ils ne sont pas au fait de ce qui se passe, mais on va dire que ce qui est en train de se jouer à un niveau cosmique interfère quand même sur ces individus qui les poussent à vivre des événements de plus en plus confrontants. Et là, ça passe ou ça casse. Et on s'aperçoit que sur ces personnes-là, ça passe quand elles arrivent justement à dépasser des choses qui peuvent être très inconfortables, hein, comme la perte en tout genre, la maladie, plein de choses. Mais par contre, si ces personnes-là, par rapport peut-être à leur programmation ou par rapport à une incapacité, on va dire, cellulaire à traverser ce plan-là, eh bien, elles vont préférer partir. Ben, tout ça, c'est inconscient, bien sûr. Donc, elles vont passer par la mort physique pour, en passant par cette étape de mort, renforcer un peu plus davantage leur corps pour qu'à la prochaine incarnation, elles puissent être suffisamment plus aguerries de par cette expérience de cette vie-là pour justement continuer cette évolution par une autre incarnation. Voilà. Ouais, bah, ça en revient directement à la capacité de contenance de chaque individu, de chaque ego, justement à contenir ces énergies descendantes dans leur corps inférieur. Et c'est toute la difficulté des gens qui aujourd'hui sont toujours quelque part dans un cheminement qui est hors de leur conscience réelle, mais très proche de la conscience psychique de la masse. C'est que malheureusement, si plus ça va aller, plus l'énergie des plans justement fondamentaux descendra sur Terre, et plus ça va être exigeant en termes de contenance chez l'individu. Et si l'individu n'a pas déjà développé des corps suffisamment
épuré pour pouvoir contenir toute cette masse d'énergie, bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de risques du coup de complications dans le corps physique et indirectement ça amène à un certain changement de plan des fois prématuré pour justement, dans une potentielle, future incarnation, pouvoir de plus en plus contenir ces énergies-là. Mmh. C'est pour ça qu'on a chacun un temps d'évolution qui est très défini, bien défini et bien spécifique et tout est juste d'une certaine façon, même si, ça occasionne de la souffrance et de la compréhension pour les égos. Alors cependant, ce que je constate, alors déjà personnellement, mais aussi autour de moi, sur des personnes avec qui j'en parle, c'est qu'intégrer ces nouvelles, fréquences, qui proviennent du cosmos, qui impactent, l'humanité pour la pousser justement à évoluer, au niveau de la conscience, ça a un impact sur les corps physiques et le corps physique, il peut souffrir cellulairement. Et moi, je le vis personnellement par cycle. Ça peut être une semaine, après j'ai un laps de temps où ça va mieux, puis après ça reprend. J'ai l'impression de brûler de l'intérieur. Mmh. C'est un phénomène étrange parce que on pourrait comparer ça un peu à une grippe aussi, parce que quelquefois quand on a la grippe, on se sent transporté, enfin, on se sent accablé par une chaleur. Mais moi, ce que je ressens, c'est pas une chaleur qui va me donner de la fièvre. C'est visuellement, j'ai une image de quelque chose qui brûle, des scories mémorielles dans le corps, qui brûle des croyances, hein, qui brûle des schémas inconscients. Et automatiquement, ça s'attaque aussi aux cellules physiques, à la matière. Et Mmh c'est mh. pour ça que ce que je perçois beaucoup aussi, c'est qu'il est très important, dans les temps actuels, de faire très attention à ce véhicule physique que chacun a pour qu'il soit le plus apte à emmagasiner ces nouvelles fréquences. Mmh. Et c'est certain que des personnes qui sont la tête dans le guidon à faire métro, boulot, dodo, qui se nourrissent mal et qui n'ont pas cette conscience de prendre soin d'eux parce qu'ils s'accrochent à des plaisirs éphémères. Je vais voir des amis, je vais au resto, je me fais plaisir, je me couche et puis rebelote pour une semaine de boulot, dodo, métro, enfin bon. Bah, ces gens-là, quelque part, ils ne mettent pas tout en place pour que leur corps puisse intégrer ces nouvelles fréquences cosmiques. Mmh. Mais ça a été aussi programmé en amont. Mais comme tu le dis, on est dans une phase où les égos vont de plus en plus vivre, une initiation solaire justement et par initiation solaire, bah, c'est le feu de l'esprit qui traverse les corps inférieurs de l'ego pour justement, brûler toute la structure involutive des égos et faire en sorte que celui-ci s'habite de plus en plus dans son identité et dans ses énergies réelles et c'est certain que du coup, bah, notamment toutes les maladies, pro-inflammatoires, Inflammatoire, ouais. vont forcément se développer, en masse, Mmh. Mmh. parce que ce feu, émanant du soleil quelque part, vient confronter les égos justement dans leurs difficultés à Mmh. contenir leur réel Mmh. et plus ça va, plus c'est ce qu'on vit actuellement donc oui, prendre soin de son corps physique, c'est aussi veiller à ce que ces derniers, puissent Mmh. contenir de plus en plus ces énergies-là pour, éviter le plafonnement. Parce que sans corps Mmh. physique, on n'est pas capable d'évoluer en conscience. Alors, j'avais une autre question aussi sur laquelle j'ai déjà des réponses, mais le partager avec toi. C'est que de plus en plus, on assiste à des pertes, des pertes cognitives chez beaucoup de personnes. Il y a des maladies d'Alzheimer qui éclatent, qui se développent en masse. Euh, et, et donc, j'ai essayé d'avoir des infos par rapport à ça. Alors, pas des infos de connaissances, hein, mais des infos de l'esprit. Et visiblement, ce sont souvent des personnes
qui... alors là, je vais parler de l'âme. Je vais faire une différence entre le corps physique et l'âme. Pour ces personnes-là, la souffrance de l'âme est trop importante par rapport à des vécus de leur vie actuelle. Et ce sont des personnes qui se sont jamais écoutées, dans le sens qu'ils n'ont pas respecté leur essence d'être. Donc, c'est des personnes qui se sont enfermées dans des conditionnements, dans des peurs de perdre, qui se sont accrochées à la fois à la dépendance affective, qui se sont accrochées à la dépendance matérielle, mais c'était pas, ça correspondait pas essentiellement à ce que leur essence était venue faire sur Terre. Donc, dans ces cas-là, l'âme, petit à petit, n'anime plus trop ce corps physique, juste le nécessaire pour qu'il puisse rester en état de vie, mais on va dire que c'est une vie plutôt animale, hein, manger, dormir, voilà. Et ces personnes-là, eh bien, comme l'âme n'habite plus complètement leur corps, elles sont de plus en plus, elles sont des portes ouvertes de plus en plus au plan de l'astral, qui va habiter ces corps qui sont toujours animés quand même, mais animés seulement, on va dire, du côté animal. Et il va y avoir plein d'entités qui vont interférer dans ces corps-là. Et je me faisais la réflexion que peut-être que c'est un moyen qu'a trouvé le plan astral pour ne pas disparaître, puisque dans l'évolution de la planète Terre, ce que j'ai perçu, c'est que le plan de l'astral va s'amenuiser de plus en plus pour disparaître. Seulement tous ceux qui habitent ce plan astral, c'est-à-dire les entités non incarnées, ça peut être aussi des morts, ça peut être des entités qui étaient incarnées qui ne le sont plus actuellement, elles ont tellement envie de continuer à se nourrir par la planète, par les êtres humains, qu'elles profitent justement de ces décorporations d'âmes pour venir de plus en plus habiter ces personnes qui ne sont pas totalement habitées par leur âme et leur esprit. Il ne reste que l'enveloppe physique. De temps en temps, elles ont des surcroît, un peu de conscience qui reviennent, où là, elles peuvent reconnecter certains neurones et interagir dans leur environnement. Mais sinon, elles ne sont plus déjà là. Elles ne sont pas mortes, mais elles ne sont plus là. À propos de ça, justement, déjà, il ne faut pas oublier que tout est décidé par l'esprit de chacun. Du coup, une personne qui vit Alzheimer, l'esprit de cette personne-là a planifié quelque part cette vie-ci pour l'individu. Et comme tu le dis, il y a une forme d'éthérisation de ces êtres-là qui se crée, un rapprochement de plus en plus grand vers le plan astral de l'individu. Mais en même temps, le versant évolutif de tout ça, c'est que ça permet petit à petit, quelque part, aussi à l'individu de grandir dans sa conscience astrale, parce qu'on a aussi un corps astral. Du coup, ça permet, et de la même façon, ça permet aussi une transition entre le plan matériel et le plan astral, le plan de la mort noire, entre guillemets. Ça permet un transfert plus doux aussi, quelque part, pour l'individu, parce qu'il y a déjà une préparation psychique à être en lien avec cette conscience astrale de plus en plus grande. Et ces personnes-là ont tout à fait dans leur programmation leur place dans l'environnement où elles sont, dans la famille où elles sont, parce qu'automatiquement, ce qui leur arrive, ça va impacter aussi la conscience des personnes qui sont avec elles. Et c'est
une manière aussi d'inciter les gens qui s'occupent de ces personnes-là, que ce soit la famille ou les aidants, les soignants, de s'ouvrir à des choses auxquelles elles n'étaient pas confrontées jusque-là. Et moi, pour le vivre personnellement par rapport à des personnes proches que je connais, euh, euh, les personnes qui souffrent d'Alzheimer, en fait, elles n'en souffrent pas tant que la conscience ne revient pas les habiter. Je ne sais pas si on peut appeler de conscience, mais la conscience de soi, elles n'en souffrent pas. Elles sont déjà sur un autre plan. Mais par contre, quand elles ont des accès de lucidité, on va dire, plutôt que de parler des accès de conscience, des accès de lucidité, elles peuvent s'apercevoir que justement, à un moment donné, elles reviennent sur le plan matériel et elles se disent mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce qui se passe? Je contrôle plus rien. Et puis elles repartent. Bah, c'est sûr que ça va être initiatique autant pour l'individu que pour l'entourage de l'individu. Ça peut les faire souffrir de se rendre compte de ça pour les personnes qui ont Alzheimer, ces instants de lucidité. Oui. Bah, parce qu'il y a une forme d'impuissance par rapport au vécu. Donc c'est certain que dans cette circonstance-là, tout élan de lucidité te ramène à ta condition et du coup ça remet en circulation cette souffrance voilà, qui est vécue par les individus. À côté de ça, voilà, il y a toujours quand même un mouvement évolutif qui amène aussi ces gens-là à vivre ça. Et comme tu le disais, ça permet aussi et surtout à l'entourage de grandir aussi et de s'ouvrir aux phénomènes plus subtils, de sortir un peu d'une vision trop cartésienne, trop matérialiste, pour voir que finalement, à travers toutes ces maladies dites psychiques, il y a toute une multidimensionnalité qui circule et qui parle directement de la réalité de l'être humain, en tout cas d'une part de son réel. D'ailleurs, ces personnes qui ont Alzheimer, elles ont tellement la capacité d'être en communication avec l'astral qu'elles voient réellement des êtres, comme nous on voit des êtres humains. Eux, elles voient vraiment des êtres et elles leur parlent. Alors c'est sûr que pour l'entourage qui n'est pas ouvert à tout ça, ils se disent, elle perd la tête, elle parle au mur, elle parle aux meubles, mais en fait non. Ces personnes-là parlent vraiment à des entités ou à des défunts ou à des personnages qu'elles ont pu connaître dans d'autres espaces-temps. Enfin bon, c'est vraiment une dimension multiple, hein, le plan de l'invisible. Et de plus en plus, ces personnes-là confrontent l'être humain à cette dimension qui n'est pas rationnelle, qui n'est pas... et ça, personne ne l'a appris, que ce soit les religions, que ce soit l'éducation, personne ne nous parle de ces plans-là. Et justement, quand on parlait de conscience collective tout à l'heure, c'est une occasion en or pour cette conscience collective de considérer, à travers les maladies psychiques notamment que les individus connaissent, de considérer justement cette plus grande complexité de ce qu'est la vie et de voir que finalement ça ne se résume pas non plus qu'à un espace matériel en fait. Et c'est sûr que du coup ça permet cette ouverture d'esprit de plus en plus. On voit en plus en ce moment, je trouve que la parole se délie de plus en plus sur les maladies psychiques, que ce soit voilà, de la dépression, à la schizophrénie, à Alzheimer ou à d'autres pathologies de ce type-là. Et ça permet justement pour la conscience collective de faire grandir cette conscience au même titre que l'individu grandit dans son cheminement individuel. La conscience collective grandit aussi de par tous ces témoignages et ces expériences diverses et variées. Alors pour en revenir avec le fait de créer, qu'on est tous des créateurs dans notre programmation, on peut se déprogrammer d'une programmation, on va dire, inconsciente pour programmer consciemment
une autre réalité. J'aime pas trop le terme de programme, justement, quand c'est pour créer sa réalité. Pour moi, c'est pas une programmation, c'est plutôt une déprogrammation de ce qui a été initié en amont, mais dont on n'a pas conscience du tout. Une programmation initiée par des vécus traumatisants, par des souffrances, par des émotions non digérées, par des incompréhensions, des communications difficiles. Donc, cette création de notre réalité, de ce que j'en comprends aujourd'hui, c'est qu'elle ne peut se faire que si on choisit quelle direction prendre. Et ça, c'est un choix individuel. C'est pas un choix par rapport à une collectivité. C'est pas un choix par rapport à une croyance de masse. C'est pas un choix par rapport à un consensus sociétal. C'est vraiment choisir en conscience pour vraiment devenir créateur de sa réalité. Encore une fois, c'est aussi un choix qui n'en est pas vraiment un, parce que conditionné par cette programmation justement de l'ego, décidée par l'esprit et les plans supérieurs aussi à cet esprit-là. Du coup, la volonté de l'individu grandissant dans son être va faire en sorte qu'il va s'orienter naturellement dans cette direction-là. Mais encore une fois, on ne peut pas parler de choix délibéré, on ne peut pas parler de libre arbitre absolu, puisque finalement, il y a une intelligence plus globale et plus grande qui régit tous ces mouvements énergétiques-là. Donc la création, ce serait se déconditionner de tout ce qui nous manipule, interagit et dont on n'a pas conscience par ignorance ou par incapacité. Et plus on se déconditionne, que ce soit au niveau des pensées, au niveau des croyances, au niveau aussi de cette notion de temps, où dans une observation, on va dire, linéaire, le temps, c'est un passé, un présent, un futur. Mais on est conditionné par ce temps-là. Et créer différemment, créer le nouveau, c'est justement ne plus s'attacher à un passé pour construire un futur, mais se construire une identité au présent pour ne plus se laisser interagir par des mémoires du passé, que ce soit un passé proche de notre vécu ou le passé de l'humanité, pour vraiment laisser de plus en plus cette créativité consciente émerger grâce à cette communication avec l'esprit de chacun, l'esprit individuel qui est relié à l'esprit universel. Et il me semble aussi intéressant de commencer à travailler à travers toute cette prise de conscience de notre multidimensionnalité, c'est-à-dire bien sûr à travailler sur notre contenance énergétique d'un point de vue physique, mais aussi commencer à travailler sur les plans, sur le plan astral, sur le plan surmental, sur le plan supramental si on y a accès, et de commencer à voir justement toute cette toile d'araignée qui régit finalement l'existence de chaque individu ici, et de commencer à petit habiter de façon active et consciente ce cheminement évolutif. L'ego, justement, quand il passe d'une conscience psychologique vers une conscience psychique, c'est là vraiment qu'il peut se saisir de tout ce savoir qui commence à fusionner et à habiter de plus en plus ces cellules, pour pouvoir justement avoir un impact réel sur les plans décisionnels qui eux aussi, d'une certaine façon, ont besoin de changer pour accompagner du mieux possible l'homme nouveau de demain qui
qui est aujourd'hui en construction et qui va perdurer à travers les années et les siècles à venir. Mm. Est-ce que pour toi, la réalité extérieure peut se modifier instantanément ou est-ce qu'il y a cette notion de temps qui est toujours... T'as un exemple à travers ça qui pourrait illustrer ce phénomène? Ben, par exemple, le fait justement de sortir des rôles inconscients que l'on joue au quotidien, et souvent le rôle principal, c'est quand même le rôle de la victime, c'est-à-dire que dès qu'il y a un événement qui arrive et qui nous met mal, l'être humain il a tendance à se victimiser et à trouver des responsables à l'extérieur. Au fur et à mesure de pointer du doigt en nous-mêmes pourquoi il est plus facile de se ranger dans le rôle de la victime plutôt que de reprendre son pouvoir créatif et de créer justement autre chose. Donc créer autre chose, ça veut dire sortir du rôle de victime. Et ça déjà, je trouve que c'est un pas très important pour aller sur une modification de l'extérieur par rapport à cette modification intérieure de rôle que l'on peut facilement en tant qu'être humain se placer. Et tout nous conditionne beaucoup à rester victime de quelque chose plutôt que de sortir et d'être créateur conscient de sa puissance. En fait, la victimisation, c'est vraiment enfermer la personne dans une incapacité à manifester sa puissance créative. Lorsque l'être humain, du coup, est encore aux prises dans une conscience psychologique, il va forcément nourrir, du coup, ce triptyque de victime, bourreau, sauveur. Et automatiquement, bah, en alimentant toujours ces rôles-là, quelque part, il va s'assujettir et il va se plafonner justement dans cette direction identitaire qui est la sienne. C'est de plus en plus que justement l'humain prend conscience de son réel, de plus en plus il parvient à fusionner avec ses principes primordiaux, de plus en plus qu'il parvient à saisir l'intelligence de son esprit à travers ce qu'il vit. De plus en plus, il va du coup développer son canal mental et sortir peu à peu de cette conscience psychologique assujettissante pour pouvoir grandir de plus en plus et être créateur aussi dans son incarnation, dans sa vie, être le témoin dans la matière quelque part de la réalité de l'homme et pouvoir inspirer ses congénères, ses partenaires de vie et faire en sorte que ce mouvement collectif dont on parlait au début grandisse lui aussi. Mais c'est à mesure que les individus à l'échelle justement passent d'une individuelle. conscience psychologique à une conscience mentale, que petit à petit, il y aura un raffinement aussi de cette conscience mondiale psychique. Et de plus en plus, on va sortir un peu de ces guerres de clochers et de cette souffrance psychologique véhiculée à droite à gauche par tout à chacun pour pouvoir de plus en plus habiter notre réel et créer quelque chose de grand à mesure de ce qu'on est dans notre réalité de conscience. Ok, vois-tu quelque chose à ajouter? Bah, c'est pas forcément des sujets que j'ai l'habitude de parler à la base. D'accord. Donc non, j'ai pas, j'ai même du mal en ce moment, je me sens très dans une énergie très, très lente, Ah oui. où mon mental, j'arrive à rien retenir, je Ça fait partie me fais du... couper beaucoup, j'ai rien à dire.
Ça Je fait suis un peu partie, comme ça. ça fait partie du processus aussi, hein. Bah ouais, je De sais, ouais. passer d'un mental inférieur à un mental supérieur, automatiquement, tous les mécanismes, les mécanicités qui interagissent dans notre réflexion, dans notre capacité à dialoguer d'un point de vue psychologique, bah, tout ça, ça disparaît au fur et à mesure Mm. pour créer une autre strate de mental, ce qu'on peut appeler un mental supérieur, où là, en fait, n'intervient que des informations qui sont porteuses de fréquences qui permettent de nous élever dès qu'on est dans un échange vibratoire, qui permettent de booster notre énergie. Donc on n'a plus besoin de faire appel à de la mémoire mémorielle pour pouvoir communiquer avec une autre personne, mais de se laisser porter justement par ces informations qui descendent sans essayer de les analyser ou de les comprendre, mais les parler. En fait, de plus en plus, l'homme nouveau va, en développant son mental supérieur, être totalement libéré d'une réflexion de la parole pour émettre seulement une parole vibratoire. Oui, mais parfois aussi, bah voilà, vu que c'est pas l'ego qui est en contrôle de ce processus-là, bah ça peut arriver aussi qu'il se fasse couper Oui. et que c'est aussi un temps d'intégration de cette énergie-là Mm, pour un mm, jour retrouver la parole et pouvoir émettre. Mais il y a aussi c'est mm, un peu ce que je vis un peu en ce moment mm, et dans ma réalité du quotidien, c'est que le temps de ce transfert réel justement entre une conscience, en tout cas d'un mental, le passage d'un mental inférieur à un mental supérieur, exige un nettoyage complet des anciennes structures mm, et une adaptation aussi du corps, du mm, corps physique, des centres énergétiques, du corps vital, pour pouvoir de plus en plus contenir, vibrer et manifester cette réalité à son tour. mm. Et ça vient aussi du coup choquer un peu l'ego qui voudrait tout de suite être déjà arrivé, en tout cas pouvoir déjà manifester, alors que le temps d'intégration est très très long, notamment quand on parle de conscience supramentale, quand on parle d'Aleph de l'amour, il y a tout un travail cellulaire qui est très très exigeant pour pouvoir descendre toutes ces informations-là. Et c'est vrai que malheureusement, moi, à travers ce que je vis, je vois la beauté du processus aussi, parce que si j'avais déjà accès à ma parole d'une façon directe, concrète, et avoir accès, quand je le veux, à ce feu de l'esprit, à ce savoir intérieur, bah, quelque part, ça peut aussi t'amener petit à petit à te couper de la relation, à te couper de l'autre en pensant être omniscient, en pensant être déjà arrivé quelque part. Et ça vient court-circuiter tout risque d'orgueil qui pourrait justement plafonner un peu l'ego dans sa capacité à récupérer ces énergies prépersonnelles de l'ordre de l'esprit universel. Parce que c'est bien intéressant, c'est bien beau de fusionner avec son esprit et de voir se transmuter son canal mental, mais faut pas oublier non plus que c'est pas une fin en soi et qu'il y a encore d'autres choses à aller gravir et Bah, récupérer derrière, qui est très exigeante dans les corps inférieurs de l'ego, justement. oui, le plus important, ça reste ce travail du quotidien par le corps et par la matière, c'est-à-dire ne pas se couper justement de tout ce qui fait notre quotidien dans les tâches les plus normales, on va dire. C'est hyper important de ne pas s'éloigner de ce qui fait le quotidien, même au niveau des relations, même si c'est pas forcément pour communiquer sur un plan supramental, mais communiquer avec son voisin, communiquer avec un collègue de travail, avec un ami, avec son conjoint, avec ses enfants, euh, être le plus en paix possible. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important, ça aussi, de pouvoir se comment dire,
se placer dans des moments de paix, de soi à soi. C'est une façon aussi de nourrir ce corps physique et ce corps mental, parce que tout le temps être dans une vigilance, tout le temps quand on est sur ce chemin, ce chemin de conscientisation, faut pas en faire un sacerdoce en fait, et c'est pas forcément comment dire, bienfaisant de tout le temps vouloir avec l'ego arriver à des choses parce qu'on les a lues, parce qu'on les a entendues, parce que il faut vraiment expérimenter soi-même dans la matière, et c'est au fur et à mesure en fait qu'on fait ces prises de conscience et qu'on l'intègre cellulairement. Et il n'y a que dans les actions, dans ce qu'on vit au quotidien qu'on peut intégrer des choses. C'est pas seulement en faisant des lectures, en écoutant un tel ou un tel. C'est vraiment le vivre dans son quotidien, et ça c'est très important. Et pour ça, faut prendre ce temps aussi pour soi. C'est important justement d'être bienveillant avec soi et d'être à l'écoute de soi continuellement, d'être là pour supporter, comme tu dis, les petites tâches du quotidien. Parce que finalement, c'est à travers les petites choses qu'on voit vraiment là où on est. Et quelque part, l'ego voudrait déjà manifester de grandes choses, mais est-ce qu'il est capable de supporter seul son savoir, de pouvoir vivre son quotidien sans se sentir brimé par rapport peut-être à la solitude que ça le crée ou que ça lui crée ou le semblant de marginalisation que ça vient créer aussi? Mm. Il y a tout un raffinement qui s'opère et qui est important du coup d'observer d'un œil bienveillant pour justement continuer petit à petit à avancer tout en respectant justement ses corps inférieurs, ce corps physique qui est sensible, Mm. qui a une certaine fragilité, qui demande beaucoup plus d'écoute et de bienveillance qu'on pourrait le penser, parce que justement ce phénomène de solarisation des corps inférieurs qui se manifeste exige beaucoup dans les corps physiques, et il est important en conséquence de prendre soin de soi, d'être à l'écoute de ses besoins réels, de Mm. pouvoir s'octroyer du repos, de pouvoir des fois justement être dans une énergie yin, mais pouvoir le vivre en ayant conscience de l'intelligence du processus, justement, de voir ce processus de conscientisation sur du temps long et pas simplement sur un temps court ou une forme de manifestation qu'on voudrait voir apparaître Mm. vite. Il y a des choses plus importantes et quelque part, l'ego doit aussi prendre conscience de ce phénomène-là et de voir que tout est juste, le temps qui est mis pour supporter ces énergies-là est juste, et on a quelque part aussi toute la vie pour le faire. Mais à chaque fois que l'ego vient se glisser à travers ça, c'est une forme de diffraction en fait qui vient créer des blocages dans cette transmutation, dans cette intégration cellulaire, dans cette intégration énergétique. Et il faut pouvoir être toujours à l'écoute de ce mouvement interne et pas simplement réfléchir à un mouvement psychologique ou un Mm. désir d'ego ou une vision même qu'on pourrait avoir liée à l'esprit universel, liée à une manifestation harmonieuse dans notre quotidien, de nourrir la vision et pourtant de respecter ce temps aussi qu'il nous faut pour intégrer pleinement toutes ces énergies. Mm. Tout à fait.